Bonjour, Franck Bugnet, directeur de Cytologue. J'ai le plaisir à présent de commencer cette formation sur l'importation. Alors avant toute chose, je voudrais dire que cette vidéo risque d'être assez longue, car j'ai l'intention ici de vous montrer la totalité des options et des possibilités de cet outil d'import. Donc il y a beaucoup de choses. J'essaierai peut-être de couper en deux cette vidéo, sans doute, mais cependant c'est important pour moi de vous dire que comme pour toutes les vidéos assez longues de cette page, vous avez un menu. Si vous allez en bas à droite de cette vidéo, je ne peux pas vous le montrer actuellement, mais faites l'opération même avec la souris, vous verrez que vous avez un bouton qui vous permet d'afficher un menu sur la gauche, et ce menu vous permet d'accéder directement à une partie, une sous-partie de cette vidéo. Donc vous pouvez ainsi, on va dire, sauter les parties qui ne vous intéressent pas, que vous trouvez trop longues, allez directement à ce qui vous concerne, en particulier si vous revoyez cette vidéo pour une seconde fois. Et ça vous permet également de revenir en arrière s'il y a un concept que vous avez mal compris. Dans cet exercice, j'ai fait le choix de vous montrer l'importation à la fois de produits, de déclinaisons, de photos et de catégories. Donc j'ai préparé un fichier qui intègre les quatre. Alors, c'est pas nécessairement le cas, ce ne sera pas nécessairement le cas pour vous. La plupart des utilisateurs ont un fichier qui ne contient que des produits, d'autres un fichier qui contient des produits et un autre pour les déclinaisons. Très peu ont des fichiers avec les catégories, et puis certains, mais pas tous, gèrent les photos également avec l'import. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler de la même manière que ce que je vais vous montrer, mais j'ai volontairement fait le choix de prendre le fichier le plus complexe possible qui intègre l'ensemble de ces données dans un même fichier Excel. Et le but pour moi, c'est de vous montrer comment utiliser ce type de fichier et utiliser des fonctionnalités de filtrage automatique de PrestaPressing pour séparer par exemple les lignes contenant des produits des lignes contenant des déclinaisons. Je vais à présent vous présenter le contenu de ce fichier. Il y en a pour à peu près 10 minutes. Donc là, je reviens. Si ces 10 minutes vous semblent trop longues, vous pouvez revenir au menu et sauter cette section qui ne fait que présenter un fichier Excel. Ce n'est pas forcément le plus intéressant pour vous. Je dirais que c'est intéressant pour bien comprendre la suite, surtout si c'est votre premier import. Dans ce cas-là, je vous conseille quand même de consacrer ces 10 minutes à la revue de ce fichier Excel. Alors voici le fichier Excel sur lequel je vous propose de travailler pour cet exercice. Donc je vais essayer de vous le présenter en détail pour que vous puissiez ensuite bien appréhender la suite des opérations. Donc c'est un fichier, comme je disais, qui contient à la fois des produits et des déclinaisons de produits. En fait, c'est un extrait de la base d'un PrestaShop en 1.5 et ensuite j'ai fusionné à la fois l'export des produits et l'export des déclinaisons. Donc on a je sais pas combien, une trentaine de lignes, voilà. Dans ce fichier, certaines lignes, la plupart des lignes même correspondent à des déclinaisons. On doit retrouver ici, vous voyez, la liste des attributs. Donc par exemple, les premières lignes ici sont toutes les déclinaisons de l'iPod Nano. Puis ensuite, on a l'iPod Shuffle ici avec 4 déclinaisons. Le MacBook Air qui a également 4 déclinaisons. L'iPod Touch, 3 déclinaisons. Et puis enfin, tout en bas, des produits qui, eux, n'ont pas de déclinaison. Euh, donc la pochette, un écouteur et le MacBook qui était dans PrestaShop sans déclinaison du tout. On va donc importer la plupart des colonnes qui sont présentes ici. Donc qu'est-ce que j'ai mis actuellement? J'ai mis le fait que le produit soit activé ou pas. J'ai mis le numéro de sa catégorie par défaut dans ce PrestaShop 1.5, le nom de cette catégorie et puis les catégories associées, les catégories dans lesquelles ce produit est ou non visible, enfin est visible plutôt. Et je vous montrerai différentes méthodes pour utiliser soit celle-ci, etc. Le PAF, le chemin en français, ça va nous permettre de créer des catégories. Hein, vous savez que maintenant, avec PrestaShop 1. PrestaPressing version 6, il est capable, avec PrestaCatégorie, de créer des catégories. Il n'y a pas simplement une catégorie, mais un chemin complet. Donc ici, on a des catégories simples sous accueil, et puis ici, je vous ai mis des chemins. Donc j'ai créé deux chemins fictifs, un qui s'appelle Accessories Folio et Accessories Audio. On va voir comment il est capable de créer cette structure.
le numéro du produit qu'on va ou pas utiliser. A priori, on ne le réutilisera pas puisqu'on a déjà des produits dans notre base qui portent des numéros similaires. Donc on ne va pas les écraser. Donc je vous montrerai comment éviter ça. Pareil, on a des numéros de déclinaison ici qu'on ne va sans doute pas utiliser. Donc c'est des numéros de notre base de départ. Le nom du produit. Ensuite, intéressant, très important, une référence pour le produit lui-même, produit par an, et une référence différente pour chacune des déclinaisons. Ça, c'est essentiel si vous utilisez les références comme ce qu'on appelle clé de synchronisation. La clé de synchronisation, pardon, c'est ce qui permet d'identifier les articles et donc de savoir s'il faut les mettre à jour ou les créer. Voilà. Et donc pour les 3 produits du bas qui n'ont pas de déclinaison, et bien sûr, on n'a pas de référence pour les déclinaisons ou combinaisons en anglais. Ici, une colonne qui nous indique si la déclinaison par défaut ou pas. La liste des attributs que j'ai mis, mais juste pour information, on ne va pas utiliser cette colonne-là. Pardon. Ensuite, on a d'autres colonnes qui sont en fait vides. La base de départ ne contient pas de données ici. Donc, la référence fournisseur pour le produit et pour la déclinaison, le décode barre EN13 produit, UPC pour les déclinaisons également. Ensuite, on a le champ, une colonne quantité, donc qui me contient par défaut le nombre d'articles à mettre en stock pour chaque déclinaison, ou pour les produits sans déclinaison, eh bien le nombre d'articles total. La quantité minimum commandable. Je vois ici, j'ai 2 fois cette colonne d'ailleurs, supplier référence produit, donc on fera attention de l'ignorer. On l'a, je n'avais pas fait attention, on l'a ici, supplier référence PR pour produit, on la retrouve ici. Donc ça c'est un exemple intéressant, il ne faudra surtout pas l'utiliser 2 fois. On verra comment on peut exclure une colonne, bien qu'elle soit présente dans le fichier. Ensuite, le fournisseur, la marque. Alors, je les ai mis directement sous la forme d'un nom. On aurait pu mettre aussi les numéros, les identifiants. Les deux fonctionnent. Alors, est-ce que la gestion de stock avancé est activée ou pas? C'est à 0 par défaut. Et puis d'autres paramètres assez génériques. En fait, j'ai essayé de mettre à peu près tout ce qu'il y avait dans PrestaShop pour vous montrer qu'on peut quasiment tout importer. Le fait que le message si le produit est disponible, pas disponible, available now ou plus tard, la visibilité. Alors ensuite les prix, intéressant. Donc là j'ai mis plusieurs colonnes, je vous montrerai les différents cas. Donc déjà le prix d'achat, la notion de prix par unité, l'unité étant le kilo, le gramme, la douzaine, etc. Les écotaxes, et puis une colonne avec le prix complet sans la taxe, donc hors taxe, et une colonne juste après ici avec le prix TTC. Et je vous montrerai qu'on peut utiliser les deux à partir de Presta Pricing version 6. Ensuite, pour les déclinaisons, eh bien, ce qu'on appelle l'impact prix. Donc c'est le montant qui s'ajoute au prix de base. Donc je l'ai inclus en hors taxe et en TTC. Pareil, on pourra utiliser les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le fait que le produit soit ou non en solde. Alors on ne peut pas encore importer les prix dégressifs, les remises dans cette version. Ça viendra dans la version suivante. Sans doute que je ferai une mise à jour de cette vidéo pour vous montrer ça. Pardon, excusez-moi encore. J'en étais là. Alors ensuite, le fait que le prix soit visible ou pas, les poids, tailles, etc. Et puis pour les déclinaisons, l'impact poids. Vous savez qu'on peut, pareil, comme pour les prix, chaque déclinaison peut rajouter du poids au poids de base du produit. Alors l'état du produit, est-ce qu'il est neuf ou pas, disponible en ligne ou pas. L'URL simplifié. Ensuite les champs méta, la plupart sont vides. J'ai juste ici réutilisé la description courte, vous voyez avec ses balises, son formatage. Et puis la description longue, ici, donc qui est complète. Est-ce que le produit est un produit virtuel ou pas? Important, la langue. Dans quelle langue on importe chacune des lignes?
Donc ici, par défaut, j'ai pris les données en anglais. Vous avez dû le remarquer d'ailleurs. Donc l'anglais dans ma base, c'est la numéro 1. Bon, j'ai rajouté ces deux colonnes-ci, même si j'ai pas mis de données. Hein, c'est pour la gestion des redirections que PrestaShop ne gère pas encore, mais les rubriques existent dans la base. Hein, ça permettra, je suppose, lorsqu'un produit n'est pas disponible, de le rediriger vers un autre. Ensuite, on a des colonnes sur les images. Alors là, je vous ai inclus plusieurs cas de figure possibles. Une colonne toute simple qui contient qu'une seule photo, ou bien une colonne qui contient la liste de toutes les photos d'un produit, séparée ici avec une virgule, et puis une colonne qui contient la liste de toutes les photos associées aux déclinaisons. Donc plusieurs cas différents, et je pense qu'on utilisera surtout cette colonne ici, voilà, que j'ai remplie soit d'une seule image par déclinaison, soit pour certains produits de toutes les images. Et puis pour les produits qui n'ont pas de déclinaison, mais ici j'ai mis qu'une seule image et ici une liste d'images séparées toujours par des virgules. Donc on a à peu près tous les cas possibles. Ensuite on a une colonne avec les tags, une liste de tags. J'ai mis directement les mots séparés par des virgules. On verra qu'on peut créer les tags en même temps. Alors on aurait pu ici mettre des numéros correspondant aux numéros des accessoires. Alors j'ai pas rempli. Bon, pourquoi pas le faire, on verra, on rajoutera peut-être à la main un numéro d'accessoire à importer. Ensuite, les dernières colonnes ici, alors on a deux colonnes qui sont des caractéristiques. Caractéristiques headphone, c'est-à-dire la prise casque. Quel type de prise casque on a, soit du jack stéréo, soit du mini jack, soit rien du tout. Et puis j'ai créé volontairement une nouvelle caractéristique que j'ai appelée format pour dire, bon voilà, le produit format pocket ou format, qu'est-ce que j'ai mis, laptop, des choses comme ça. Juste pour montrer qu'on peut créer les caractéristiques aussi quand elles n'existent pas encore. Et puis trois colonnes qui sont les attributs de mes déclinaisons. Donc je vous ai dit au début qu'on n'utiliserait pas la colonne ici, voilà, qui contenait la liste des attributs. Ça, on n'est pas capable de le gérer sous cette forme-là. Il faut mettre les attributs sous une forme un attribut par colonne, exactement comme pour les caractéristiques. Et en fait, vous voyez, le titre de la colonne porte le nom qui sera donné soit ici à mes caractéristiques, soit ici à mes groupes d'attributs, dans la langue d'importation de chacune des lignes, ou la langue par défaut plus exactement de la boutique, dans le cas présent. Et puis donc dans ces colonnes, on a les valeurs pour chacun de ces groupes d'attributs. Voilà, ça c'était pour le fichier. Si, j'oublie quelque chose de très important, ce n'est pas un fichier type. Vous pouvez tout à fait utiliser votre propre fichier. Le nombre de colonnes n'a aucune importance. Le nom donné aux colonnes n'a aucune importance. L'ordre des colonnes non plus. On verra grâce au mapping que l'on peut utiliser en fait n'importe quel type de fichier à partir du moment où il est organisé en colonnes. Donc ne prenez pas modèle sur ce fichier volontairement complexe. Au contraire, plus votre fichier sera simple, plus ça ira vite au niveau de l'import. Voici donc notre interface d'import en version 6 actuellement. La première fois que vous allez le lancer, il va vous demander de rentrer le nom d'une source. Une source, c'est l'ensemble des données qui constituent en fait l'importation, à savoir le nom du fichier, son emplacement, fichier CSV ou XLS, les données de ma page, l'étape 2, les paramètres aux étapes 3, aux étapes 4, etc. Donc tous ces paramètres, c'est ce qui constitue une source. On crée une source de manière à pouvoir la réutiliser plus tard pour réimporter par exemple le même fichier dans les mêmes conditions ou utiliser le planificateur pour l'importer de manière automatique. Dans cette interface, on a trois modes, prise en main, simplifiée et complète. Suivant le mode, des options sont proposées ou pas. Vous voyez par exemple ici le planificateur qui est apparu en mode simplifié ou en mode prise en main plutôt, il n'existe pas. Alors je vais au fur et à mesure de cette formation basculer entre les différents modes, souvent commencer en mode prise en main, puis ensuite vous montrer les options supplémentaires des modes simplifiés et complètes. Alors on va commencer par ça. En mode prise en main, ici je n'ai pas ce qui apparaît maintenant,
la possibilité de changer de source. En mode simplifié, vous n'avez qu'une seule source. En gros, c'est pour pouvoir faire toujours le même import. En mode simplifié, par contre, vous pouvez créer de nouvelles sources, les supprimer, les renommer, les dupliquer pour les renommer ensuite et en créer des copies. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà un grand nombre de sources définies. Donc, on va faire comme si on était dans votre premier import. Et donc, on va partir sur une nouvelle source qu'on va nommer démo. Voilà. Chaque fois que vous créez une nouvelle source, sachez qu'il mémorise tout de même les paramètres de la source précédemment utilisée. Donc, il est fort probable qu'en déroulant ici les étapes, on retrouve les données que j'avais utilisées juste avant. Alors, on va se mettre en mode prise en main simplifié et je viens sur l'étape 1. Donc, l'étape 1 consiste à choisir le fichier de données. Donc, on va aller chercher ici notre fichier que j'ai préparé. Veuillez noter qu'actuellement, je suis sur mon import précédent contenait un fichier de type FTP. Donc on peut utiliser des fichiers FTP, c'est tout à fait possible et on va voir ça en détail un peu plus tard. Mais pour cette démo, je vais utiliser un fichier local. Donc je clique sur ce bouton et je vais chercher mon fichier. Voilà, c'est celui-ci ici. Je le sélectionne et je l'ouvre. Alors première chose, il me demande si ce fichier contient des produits avec éventuellement des catégories ou des déclinaisons. Alors dans mon cas, j'ai largement insisté là-dessus, c'est un fichier qui contient les deux. En fait, je vais utiliser 2 fois le même fichier, une fois pour les produits et une fois pour les déclinaisons. Mais par défaut, dans cette première utilisation, je choisis produit. Alors, j'ai rien d'autre à paramétrer dans cette étape 1, sauf si mon fichier n'était pas un XLS mais un CSV. Dans ce cas, les paramètres ici qui sont grisés seraient actifs et vous pourriez effectivement les modifier. Et en fait, il s'agit ici, pour les CSV et les CSV uniquement, ou les fichiers TXT, de définir le séparateur entre chacune des colonnes. Par défaut, c'est un point-virgule, mais ça peut être aussi un virgule ou un tab, TAB. Et puis également définir le séparateur entre les lignes. Donc là, ça peut être RC, CR, line feed, le caractère 10, le caractère 13. Bon, beaucoup de possibilités différentes suivant l'outil que vous avez utilisé pour créer le fichier CSV. Là, je vous invite à consulter l'aide en ligne ici, qui détaille toutes ces possibilités. Moi, je vous recommande dans tous les cas de toujours utiliser des fichiers XLS. Ça vous évitera de vous prendre la tête avec le paramétrage des séparateurs. Donc ça, c'est vraiment une source d'erreur assez commune. On n'a pas du tout, avec un fichier XLS, besoin de se préoccuper de ces types de paramètres. Tout est automatique. Alors, si maintenant je me passe en mode simplifié, voire complète, vous voyez que vous avez bien d'autres paramètres. Alors, le premier ici, et qui est grisé actuellement, c'est le paramétrage FTP. Dans le cas où effectivement j'irai chercher un fichier non pas localement mais sur un serveur FTP par exemple d'un grossiste, à ce moment-là vous avez la possibilité de préciser les paramètres d'accès, un utilisateur, un mot de passe, le numéro du port, etc. Donc ça c'est facultatif mais parfois nécessaire pour les accès des fichiers FTP. Ici à droite, disponible uniquement en mode complète, en mode simplifié ça disparaît. Vous avez la possibilité de préciser si les fichiers, le fichier ici, et c'est principalement utilisé, enfin c'est surtout important lorsqu'on utilise un fichier sur un serveur FTP, donc si ce fichier est de type autodaté. Un fichier autodaté, c'est un fichier du type comme ceci, avec un nom, un séparateur, souvent, pas toujours, et puis une date, 2015, 01, 01, quelque chose, et puis une heure. Voilà, ça c'est un fichier de type autodaté, et parfois les grossistes fournissent des fichiers comme ceci, et modifient la date, modifient le nom du fichier en modifiant la date dans le nom, tous les jours. Et donc le programme est capable d'aller automatiquement rechercher la toute dernière version de ces différents fichiers, de ces différentes variantes. Donc vous pouvez donc le préciser ici en choisissant oui, puis en indiquant si la date est placée avant ou après le nom du fichier, et enfin en choisissant le format parmi une longue liste de valeurs possibles.
Alors si le fichier n'est pas autodaté, laissez-le bien sur non. J'ai oublié de préciser, s'il est autodaté, indiquez-le comme ceci. Et si par exemple il y a un séparateur, mettez le séparateur. Hein, donc voilà, mettez le nom du fichier comme ceci ici. Choisissez votre format. Et vous voyez ici en dessous, il vous indique quel type de fichier il va aller chercher. Alors je vais enlever ce séparateur. Donc je disais, si le fichier n'est pas autodaté, mettez sur non. Ou alors, éventuellement, vous avez une troisième option qui consiste à demander à ce qu'une copie du fichier qui est ici, puisqu'il n'est pas autodaté, donc qu'une copie soit réalisée localement sur votre PC et d'autodater cette copie. Donc de créer un fichier portant dans son nom la date du jour. Donc ça permet de conserver tous les fichiers que vous allez utiliser, en particulier lorsque vous utiliserez le planificateur, hein, qui fait un import, par exemple tous les jours, ou tous les 2 jours, toutes les heures, etc. Donc ça, c'est intéressant de conserver, d'archiver les fichiers d'import successifs utilisés en les autodatant. Alors, autres paramètres possibles qui apparaissent à partir du mode simplifié, ils sont ici en noir. Le premier concerne le type de codage du fichier. Par défaut, cette option n'est pas cochée. Je vous conseille de ne pas la cocher. Cela indique, lorsqu'on la coche, que le fichier Excel est déjà encodé en UTF-8. Et vous demandez à PrestaPressing de ne pas le faire, de ne pas réaliser cet encodage. La plupart du temps, ce n'est pas vrai, donc il faut décocher cette option. Si le choix ici n'est pas le bon, vous allez obtenir à la place des accents soit des points d'interrogation, soit des caractères bizarres. Donc si vous observez ce type de phénomène, pensez à venir euh, certainement décocher cette option. Enfin, ici, vous avez deux champs qui vous permettent de définir des séparateurs. Pourquoi des séparateurs? Parce que dans votre fichier, vous pouvez avoir des listes. Si vous avez suivi les 10 minutes de vidéo précédentes, vous avez vu que j'avais inclus des listes dans mon fichier, par exemple des listes de tags, que j'ai séparées par des virgules. Donc ici, vous précisez effectivement quel est le séparateur utilisé dans ces listes. Par défaut, c'est la virgule. Je vous conseille de le conserver ainsi. Et puis, un autre séparateur qui est pour l'arborescence des catégories. Vous avez dû voir aussi, j'ai inclus une colonne qui contenait le nom des catégories des différents niveaux séparés par ce signe supérieur. Comme par exemple, je ne sais pas, iPod supérieur, accessoire supérieur, audio. Voilà, une arborescence de 3 niveaux de catégories. Par défaut, j'utilise le signe supérieur. Vous pouvez le modifier si ça ne correspond pas à l'utilisation à votre fichier Excel. Passons à l'étape 2. Donc l'étape 2 concerne le type de données et le mappage des colonnes. Alors le type de données, on l'a déjà choisi, on lui a indiqué que pour l'instant, on allait se consacrer à l'importation des produits et éventuellement des catégories de notre fichier. Le mappage consiste à définir à quoi correspond chacune des colonnes de notre fichier. Alors pour ce faire, on a des outils semi-automatiques que l'on va lancer à partir de ce bouton ici. Ça permet de créer un nouveau modèle, un nouveau mappage. Ici, vous avez les autres modèles que j'ai déjà créés avec leur numéro, leur nom, leur type. Alors type 1 veut dire que c'est un modèle fait pour des produits et type 2 un modèle fait pour des déclinaisons. Et vous avez une troisième colonne ici qui vous indique quel est le numéro de la version de PrestaShop qui a été utilisée lors de la dernière utilisation de ce modèle. Donc ça, c'est une information souvent importante pour, je dirais, ne pas se tromper de modèle, hein, parce qu'on peut avoir des mappings ou des mappages différents suivant les versions de PrestaShop. Ça peut arriver, la structure de la base PrestaShop étant différente. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un grand nombre de modèles. En principe, on a tendance à créer un modèle par fournisseur. Et donc vous aurez autant de modèles que de fournisseurs, voire 2 fois le nombre de fournisseurs, puisque vous ferez régulièrement un modèle pour les produits et un modèle pour les déclinaisons. Sachez que vous pouvez supprimer les modèles, les renommer, les dupliquer. Donc la duplication de modèles est intéressante pour en faire différentes variantes, faire différents essais ou différentes cas de figure. Vous verrez ça au fur et à mesure. Vous avez également un bouton ici intéressant
qui s'appelle compléter ce modèle à partir du fichier. Donc que fait ce modèle? En fait, ce bouton, excusez-moi, ce bouton va relire le fichier et regarder si dans ce fichier il y a de nouvelles colonnes qui n'existaient pas au moment où le modèle a été créé. Et s'il trouve de nouvelles colonnes, eh bien il les rajoute dans le modèle. Donc ça vous évite de refaire complètement votre modèle chaque fois que vous avez modifié votre fichier. Hein, rajouter des colonnes ou renommer des colonnes. Alors on va créer notre premier modèle. Je clique sur le bouton. Je vais lui donner un nom. Alors je vais lui donner le même nom que ma source. Des mots, je vais quand même dire que c'est un modèle pour pas qu'on soit perdu entre les noms. Et je valide. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dû voir, ça a pris quelques secondes. Mon outil a parcouru le fichier et a rempli ici cette table de modèle, avec toutes les colonnes qu'il a trouvées. Donc on retrouve ici l'intégralité des colonnes du fichier sur la première ligne. Et vous devez voir déjà que certaines autres lignes ici ont été remplies. Donc on va vous expliquer ça en détail. Donc première ligne, c'est le titre de chacune de nos colonnes. Et deuxième ligne correspond à l'action de mapping, ou de mappage en français. En fait, consiste à dire à quelle rubrique de la base la colonne correspond. Alors parfois, selon le nom utilisé dans la colonne, le logiciel est capable de deviner ou d'interpréter et de mapper tout seul la colonne. Donc la colonne qui s'appelle active, il a compris tout seul que c'était la rubrique produit actif ou non. Et donc il l'a associé, ou il l'a mappé. Donc là, on a eu un mapping automatique. Ici, eh bien, il n'a pas reconnu. On pourrait donc l'aider et lui dire que ça, c'est, en allant le chercher dans la liste, l'identifiant de la catégorie par défaut ici. Voilà, ça c'est un mappage ou action de mapping manuel. Donc vous pouvez, comme ceci, parcourir toutes vos colonnes et décider ou non de les mapper. Hein, vous n'êtes pas obligé de mapper toutes les colonnes, en fait vous devez mapper uniquement celles que vous souhaitez utiliser. En dessous, troisième ligne, on a, et c'est facultatif, selon le type de colonne, besoin de donner des éléments complémentaires au logiciel. Alors on va voir si on en a de ce type-là, peut-être. Non, j'en ai pas encore. Donc on verra ça quand on le fera à la main. La troisième ligne ici, c'est le type de données. Donc cette ligne-là permet de préciser, dans certains cas de figure, mais c'est pas souvent qu'on en a besoin, si la colonne contient par exemple des numéros, des identifiants, par exemple le numéro des catégories, ou si au contraire elle contient le nom des catégories. Donc ça, on va l'utiliser souvent sur les colonnes de type fabricant, dans lesquelles on peut mettre par exemple le numéro du fabricant ou le nom du fabricant. Et puis la dernière colonne est importante. C'est une case à cocher qui permet de définir si oui ou non on veut traiter cette colonne lors de l'import. C'est-à-dire qu'on peut mapper une colonne ou pas, mais surtout ça ne suffit pas, il faut la cocher pour qu'elle soit ensuite, on va dire, traitée ou importée. Ici vous avez un bouton vous permettant de supprimer des colonnes du modèle, alors pas du fichier bien sûr, hein, mais du modèle de mappage. Un bouton qui vous permet de cocher automatiquement toutes les cases pour toutes les colonnes qui ont été mappées, donc associées à une rubrique. Et enfin un bouton qui permet de défaire justement ces actions d'activer ou d'inclure les colonnes à toutes les colonnes déjà mappées. Bien, nous allons donc parcourir maintenant toutes les colonnes et les mapper. Ça risque d'être un petit peu long, donc vous pourrez sauter cette étape une fois que vous êtes familier avec le process si vous voulez. Mais je vous conseille quand même de suivre, en tout cas pour certaines colonnes un peu plus complexes, la démarche au moins une fois. Alors la colonne donc on a vu active, on va l'utiliser pour activer nos produits. Alors ensuite on a les colonnes des catégories. Alors là c'est intéressant, on peut vraiment choisir comment on va créer nos catégories puisque j'ai choisi, en fait j'ai inclus volontairement différentes colonnes dans mon fichier. Ce ne sera pas toujours le cas, la plupart du temps vous n'aurez qu'une de celles-ci. Alors ici, si on n'avait que la colonne ID catégorie défaut, une colonne contenant des identifiants de catégorie, eh bien ça fonctionnerait
ça ne permettrait pas de créer les catégories, hein, puisqu'on a juste un numéro, mais ça permettrait simplement d'associer automatiquement les produits à ces catégories existantes. Donc ça fonctionne si dans votre colonne, vous avez des numéros de catégories qui correspondent à des catégories vraiment existantes dans votre base. Si ce n'est pas le cas, on verra plus loin dans les paramètres par défaut, les produits seront associés à une catégorie générique par défaut, toujours la même pour tous les produits. Alors, je n'ai pas utilisé cette colonne dans cet exercice, même si vous, ça sera souvent le cas. Donc, je ne vais pas la cocher. Ensuite, j'avais mis une colonne contenant le nom de la catégorie par défaut. Alors, on pourrait utiliser ça, pourquoi pas, sauf que donc il suffirait de dire que cette rubrique correspond ici au nom de la catégorie par défaut. Cependant, comme mes catégories de mon fichier n'existent pas, souvenez-vous, il s'agit des catégories des iPods, des choses comme ça. Et là, actuellement, je suis sur une base de données totalement différente en 1.6 qui contient des vêtements. Donc ça va pas le faire. Donc je ne vais pas cocher non plus cette colonne, je ne vais même pas la mapper, c'est pas ça que je veux utiliser. Donc je la démap en choisissant la première ligne ici. Voilà, et je ne la coche pas. En fait, je vais aller directement sur ma colonne PAF, dans laquelle, vous vous souvenez, j'avais inclus les chemins complets. Hein, iPod, supérieur quelque chose, ou accessoire, supérieur audio, des choses comme ça. Donc j'ai mappé cette colonne, et je vais la mapper donc de la même manière à non catégorie par défaut. Et en fait, cette rubrique non catégorie par défaut, ici, effectivement, est capable de gérer des chemins complets. Donc ici, j'ai rien, mais ici, en troisième ligne, voilà, je peux préciser si ma colonne contient juste le nom ou une arborescence de ce type-là. Donc dans mon cas, c'est une arborescence. Le séparateur entre les noms des catégories, vous vous souvenez, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui qui était défini ici. Donc si le séparateur n'est pas le supérieur, pensez à le changer à cet endroit-là. Si par contre donc j'avais utilisé le nom de la catégorie, cette colonne, j'aurais dû donc prendre la même rubrique, mais à la dernière ligne, ici, j'aurais choisi nom, pour dire que cette colonne ne contient que le nom et non pas l'arborescence complète. Voilà, je vais conserver donc mon chemin et je le coche. Dans cette colonne ici, si vous vous souvenez, j'avais mis des numéros, les numéros des catégories, par exemple 8,11. En fait, donc une liste de numéros de catégories auxquels les produits étaient associés dans ma base de départ. Donc, si vous voulez effectivement que les produits soient automatiquement réassociés, donc réassociés veut dire rendus visibles, hein, dans ces différentes catégories, vous le choisissez dans la liste, soit ici, voilà, liste des ID des catégories associées. Donc ça, c'est marqué ajout uniquement, c'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'en mode ajout. Ça rajoute des catégories à celles déjà associées, ça ne permet pas d'en enlever. Donc ça, c'est intéressant la plupart du temps, à condition que vos catégories existent déjà sous le bon numéro. Hein, si vous ne connaissez pas le numéro des catégories parce que vous êtes en train de les créer, à ce moment-là, vous ne pouvez pas utiliser cette colonne-là directement dans l'import. Vous allez l'utiliser dans un deuxième temps en refaisant par exemple une mise à jour de vos produits. Alors j'avais pris soin de mettre des numéros en devinant un peu les numéros des ID catégories qu'il allait créer. Donc normalement, je devrais pouvoir l'utiliser, ça devrait fonctionner. Alors sachez que à présent, vous pouvez également, dans cette colonne, autant pour moi, j'allais dire quelque chose qui est complètement faux, j'allais dire vous pouvez à présent non pas utiliser des listes d'identifiants, mais également des listes de noms. Ce n'est pas encore le cas, ça va venir, c'est en cours de développement. Donc voilà, dans un proche avenir, vous pourrez ici préciser, par exemple, iPod, je ne sais pas, portable, pour inclure votre produit dans ces deux catégories, iPod et portable, sans avoir à passer par les identifiants. Donc ça sera un peu plus pratique. Donc vous aurez juste ici à le changer dans cette quatrième ligne de la table. Alors sachez également que lorsque l'on crée des nouvelles catégories, hein, grâce en particulier avec ce mapping ici, vous pouvez également dans la foulée
complètement créer les paramètres définissant ces fameuses catégories, comme par exemple leur description ou encore leur lien, enfin l'URL simplifié, ou d'autres paramètres définissant les catégories. Donc en fait, ces différents paramètres sont prévus dans la liste ici. Je vais vous les montrer, même si je ne vais pas les utiliser. Voilà, vous pouvez activer ou non la catégorie, vous pouvez inclure une colonne contenant la description d'une catégorie, son URL, son champ méta, méta description, méta mot-clé, méta mot-titre. Vous voyez, donc tous ces paramètres sont utilisables. Il suffit d'inclure les colonnes dans votre fichier, quel que soit le nom, encore une fois, mais surtout de les mapper à ces différentes rubriques. Donc je ne les ai pas incluses dans mon fichier, donc je ne vais pas les utiliser pour cet exercice. Alors poursuivons notre découverte des différentes colonnes. Alors la suivante, ID produit. Donc ID produit, ben, je sais ce que c'est, enfin, et le programme aussi l'a reconnu, il sait que c'est l'identifiant des produits. Alors, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je préfère, dans mon cas, laisser le soin à PrestaShop d'associer, enfin de créer lui-même un numéro à mes nouveaux produits. Et vous vous souvenez, en plus, les numéros des produits dans mon fichier sont ceux de mon PrestaShop 1.5. Par exemple, il y a un produit qui porte le numéro 1. Or que dans ma base actuelle en 1.6, j'ai aussi un produit numéro 1. Mais ce n'est pas le même. Donc si si j'utilisais cette colonne et que je forçais les identifiants, on verra tout à l'heure comment faire, c'est-à-dire que je lui imposais d'utiliser ces numéros, la conséquence serait assez catastrophique puisque j'écraserais mes vêtements, mes produits vêtements avec les données de mes produits iPod. Voilà. Donc je ne vais pas, bien qu'elle soit mappée, je ne vais pas cocher cette colonne. Alors pour les déclinaisons, c'est le même principe. Hein, il l'a lui-même reconnu, mais je ne vais pas l'utiliser, je ne veux pas forcer les identifiants. Colonne suivante, par contre, là, oui, name, il a reconnu que c'était le nom du produit, eh bien, je vais l'utiliser. Alors, attention, là, il s'agit d'une colonne de type texte qui existe dans différentes langues. Donc, il va bien falloir faire attention tout à l'heure au choix de la langue d'importation. Hein, c'est des noms, en fait, j'ai exporté mes iPods en anglais, donc il faudra faire attention de réimporter en anglais. Ensuite, on a toutes les colonnes de type référence, référence produit, UPC, etc. Et celles-ci, on va vraiment les utiliser. Ça va être des colonnes essentielles. Donc, référence produit, je vais le mapper. Je crois que c'est tout en haut ici à référence produit. Il ne l'a pas reconnu. Référence déclinaison également. Ensuite, une colonne qui nous indique si la déclinaison par défaut. Alors, il l'a reconnu, il l'a mappé. Mais je ne vais pas la cocher puisque actuellement je suis en train d'importer les produits. Donc ça n'a pas de sens. Ça me fait penser d'ailleurs que je suis un peu stupide. Référence combinaison, j'en ai pas besoin pour l'instant puisque je suis de la même manière en train d'importer les déclinaisons. Les produits uniquement, pardon. Donc je la décoche. Liste des attributs. Alors ça c'était une liste extraite par PrestaPricing, mais on ne peut pas réutiliser ce type de liste telle qu'elle. Hein. Pour importer les attributs des déclinaisons, on verra tout à l'heure lorsqu'on fera la deuxième phase, on a besoin d'une colonne par groupe d'attributs et non pas une liste d'attributs telle qu'on l'a ici. Donc celle-ci, on ne va pas du tout l'utiliser. Alors ensuite, on a la référence fournisseur produit. Il l'a mappé, on va la garder. Référence fournisseur produit, product attribut, donc déclinaison, il l'a reconnu également, mais je ne vais pas l'utiliser dans ce premier import. Nous avons les codes barres, EN13, il ne l'a pas reconnu tout seul, on va l'aider un peu. Et puis je vais la cocher, bien que je sache que la colonne est vide, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Alors je ne vais pas le faire pour les codes barres UPC, je sais que les colonnes sont vides également. Nous avons enfin les quantités. Alors, quantité, ici ma colonne contient, je l'ai nommé quantité combination, donc des déclinaisons, mais en fait, j'ai qu'une seule colonne quantité dans mon fichier qui contient la quantité effectivement des déclinaisons lorsque la ligne en est une, et puis lorsque le produit, la ligne est une ligne de produit, ça contient la quantité du produit. Donc je vais devoir utiliser cette colonne au minimum pour ces fameux produits sans déclinaison. Donc on va chercher la quantité ici, et je la map. Alors minimal quantité, c'est un peu le même principe, il l'a déjà reconnu tout seul.
et je la coche. Alors, supplier référence produit, intéressant, je vous ai montré tout à l'heure que cette colonne existe deux fois dans notre fichier, sous des noms différents. Hein, nous l'avions ici, et je l'ai déjà mappé. Donc, ici, je l'ai une deuxième fois, heureusement sous un nom différent, donc je ne vais pas l'utiliser. Si jamais je la mappais à la même rubrique, donc référence fournisseur produit, et que je la cochais, ce qui se passerait, c'est que les valeurs de la première colonne, qui est plus à gauche, seraient d'abord importées, puis ensuite remplacées par les valeurs de cette colonne ici. Donc ce n'est pas une grosse catastrophe, c'est simplement plus lent et inutile. En tout cas, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais même pas la mapper pour éviter des erreurs d'interprétation. Voilà. Ensuite, nous avons le fournisseur, donc ça c'est intéressant à utiliser. C'est même souvent indispensable. Alors les fournisseurs sont par ici vers le bas. Donc ID ou non fournisseur. Alors c'est ID ou non parce qu'effectivement vous pouvez dans cette colonne avoir le deux types de données. Donc on a soit identifiant des numéros des fournisseurs, dans ce cas-là ça veut dire qu'ils existent déjà et qu'on connaît ces numéros, soit les noms. Et lorsque on a les noms, on peut demander au programme soit de les créer lorsqu'il trouve un nom qui n'existe pas encore, donc il va créer un nouveau fournisseur, soit de ne pas les créer. Moi je vais choisir de les créer et je coche. Colonne suivante, brand, en fait c'est la marque en français, donc c'est un peu la même chose. Je vais choisir dans ma liste ici, tout en bas, le nom du fabricant, ID ou nom de fabricant, et pareil, je vais lui dire de créer, ce sont des noms, et de les créer s'ils n'existent pas dans ma base. Alors ensuite nous avons des paramètres un peu plus simples. Alors mode de gestion des stocks avancés, il l'a reconnu tout seul, ça contient des 0 ou des 1. Bon, je pourrais ne pas l'importer, de toute façon je ne gère pas les stocks avancés dans mon cas, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Ma colonne contient que des 0. Donc en gros, que je coche ou pas, j'ai le même résultat. Ensuite, le fait que mon produit soit disponible ou pas à la commande, ça c'est intéressant, je vais le garder. Ma date de disponibilité, pourquoi pas, si les produits ne sont pas disponibles. Ensuite, l'action à exécuter si le produit n'est pas en stock. Donc il l'a reconnu ici, out of stock. Hein. Alors, je ne vous ai pas expliqué pourquoi dans certains cas, en fait, il reconnaissait automatiquement les colonnes et les mappait tout seul. Eh bien, c'est lorsque le nom de la colonne, comme ceci, out of stock, était exactement le nom de la rubrique dans la base de données. Donc, dans la table product de la base de données, on a une rubrique qui s'appelle out of stock. Comme le nom de ma colonne ici porte ce nom à l'identique, avec la majuscule près, à l'accent près, eh bien, il y a une association automatique. Et donc, il a mappé à cette rubrique dans ma liste. Donc, c'est la même chose pour available date, location, etc. Voilà. Alors, c'est pas obligé, hein, vous n'êtes pas vraiment pas obligé d'utiliser les mêmes noms, de les connaître, etc. Sachez simplement que si votre colonne porte un nom différent d'une rubrique de base, vous devez mapper manuellement, c'est-à-dire choisir vous-même la rubrique dans la liste. Location, on va le conserver également. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, donc je vais mapper rapidement les colonnes, je dirais un peu simples, comme par exemple donc les colonnes contenant les textes d'information en cas de disponibilité, non disponibilité, le fait que le produit soit visible ou pas. Et on arrive sur la partie prix qui elle est un peu plus intéressante. Alors le prix d'achat, wholesale price, c'est le prix d'achat en anglais, sans la taxe. Donc ça c'est assez simple, bien qu'il ne l'ait pas reconnu tout seul. On va aller chercher le prix ici dans la liste. Alors tous les prix sont ensemble à partir d'ici. Prix d'achat hors taxe et je coche. Ici on a ce qu'on appelle les prix par unité, hein, prix par kilo, prix par douzaine, prix par au mètre, etc. Donc l'unity c'est l'unité, donc c'est du texte, hein, ça peut contenir je sais pas n'importe quoi comme kg pour kilo, des choses comme ça. Alors je vais pas l'utiliser dans mon exemple. Et puis le ratio c'est le rapport entre le prix et le prix unitaire et l'unité elle-même. Donc ça c'est une notion un peu complexe. Je ne vais pas y revenir dans cet exercice d'import, mais sachez que vous pouvez effectivement importer vos prix au kilo, prix au mètre, en utilisant cette notion de ratio. Vous ne pouvez pas importer directement la valeur du prix au mètre, mais uniquement le ratio prix par mètre. Ensuite,
Vous avez une rubrique pour les frais de port additionnels à partir de PrestaShop 1.5 que vous pourriez, comme ceci, mapper et cocher. Je ne vais pas vraiment les importer maintenant. Vous avez des rubriques sur les écotaxes. Alors, TTC ou hors taxe, dans la base existe uniquement l'écotaxe hors taxe à partir de PrestaShop 1.4. Vous pouvez importer des écotaxes TTC uniquement sur les anciennes versions de PrestaShop. Allez, on va dire qu'on va l'importer, même si je sais que j'ai pas d'écotaxe dans ma base. Ensuite, ça devient intéressant sur le prix complet. Alors, pour nos produits, j'ai inclus dans mon fichier deux types de prix. Le prix complet sans les taxes et mon prix complet ici avec les taxes. Et également une colonne contenant le numéro de la règle de taxe ou du groupe de règles de taxe. Donc, il s'appelle ID Tax Rules Group dans la base. Alors, celle-ci, il l'a reconnue tout seul, il l'a mappé automatiquement, ID règle de taxe. C'est parfait, je conserve ce choix et je l'inclus. Donc ça va me permettre effectivement d'associer un taux de taxe à mes produits. Donc indispensable à ne pas oublier si vous vendez vos produits avec une TVA. Et puis entre les deux prix sans ou avec taxe, eh bien là vous avez le choix. Vous pouvez utiliser l'un comme l'autre depuis la version 6 de Presta Pricing. Donc il ne faut juste pas se tromper dans l'intitulé. Ça s'appelle prix de vente hors taxe ou TTC. Je le choisis. Mais il faut lui indiquer ce que c'est. Donc ici, je sais que c'est de hors taxe, donc je le fais ici dans, encore une fois, la dernière ligne. Je choisis hors taxe et je le coche. Ou alors, si c'est du prix TTC, c'est la même rubrique, prix de vente hors taxe ou pas, mais vous choisissez TTC. Donc là, il faut cocher l'une ou l'autre, peu importe, mais pas les deux. Donc je vais décocher celle-ci. Ensuite, nous avons les impacts prix, donc ça c'est relatif aux déclinaisons, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais tout à l'heure. Et puis je continue avec mes autres rubriques. Est-ce que le produit est en solde ou pas? Je ne veux pas l'importer pour l'instant. Est-ce que le prix doit être visible ou pas? Nous avons les rubriques de type poids, largeur, profondeur, etc. Allez, pourquoi pas, on va les conserver. Alors nous avons ensuite le poids et puis une colonne sur l'impact poids. Donc ici au niveau du poids, bon il l'a reconnu tout seul, c'est pareil, on a plusieurs options possibles. Actuellement, pour les produits, je peux choisir que le poids total. Mais lorsqu'on mappera cette colonne ou l'impact poids ici, lorsqu'on fera les déclinaisons, vous verrez que vous avez d'autres options. C'est-à-dire vous pourrez dire que soit c'est le poids complet, soit c'est uniquement un poids incrémentiel, un poids delta ou un impact poids à rajouter au produit de base. Alors je coche le poids et je continue. L'état, on va le conserver. Est-ce que le produit est un produit disponible en ligne uniquement ou pas? On va le garder. L'URL simplifié, c'est intéressant. Alors sachez que si vous ne mettez pas l'URL simplifié, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez le nom du produit, l'outil d'import va automatiquement créer l'URL simplifié à partir de ce nom. Donc a priori, on n'a pas besoin vraiment de l'importer, de le planifier, etc. Donc allez, je vais vous le montrer. Je vais le décocher. Donc on va utiliser la fonction de génération automatique d'URL simplifié. Nous avons ensuite les champs de texte. Alors le métadescription, le méta-keyword, le métatitre. Ensuite, nous avons les deux champs très importants pour les produits qui est le résumé, donc description short dans la base. Description dans la base, c'est la description longue. Il les a reconnus tout seul. Est-ce que le produit est un produit virtuel ou pas? Allez, je ne vais pas le cocher, je sais que ce ne sont pas des produits virtuels de toute manière. Et puis, ici, donc, important, cette fameuse langue, l'ID langue. Donc ça, vous devez absolument l'inclure si vous souhaitez importer des fichiers où vous avez des langues différentes pour chacune des lignes. Si vous avez des lignes en anglais, puis une ligne en français, puis dans une autre langue, à ce moment-là, il faut mettre cette colonne pour indiquer au logiciel dans quelle langue traiter chacune de ces lignes. Alors, je vais la cocher juste simplement pour vous montrer comment ça s'affiche et ensuite comment gérer cette colonne, bien que je sache que mon fichier contient que des lignes en anglais pour l'instant.
On va continuer. Le type de redirection et l'ID produit redirigé. Donc ça, je vais les ignorer. Ce n'est pas des rubriques utilisées actuellement par PrestaShop, même si l'outil PrestaPricing aujourd'hui sait les gérer en import. Et nous arrivons à la partie image. Donc, vous vous souvenez, j'avais inclus 3 types de colonnes possibles. Une qui contenait uniquement l'image de couverture, une qui contenait la liste de toutes les images, et puis enfin une qui contenait la liste de toutes les images associées aux combinaisons. Alors là, il y a un choix stratégique à faire. C'est-à-dire que si vous importez les images en même temps que les produits, puis vous le faites également quand vous ferez les déclinaisons avec les déclinaisons, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec des images en doublon. Pas rentrer dans le détail technique, mais ça c'est une limitation de PrestaShop qui, dans la mesure où il renomme les fichiers, on n'est pas capable ensuite de savoir si tel ou tel fichier, telle ou telle image a déjà été associée ou pas au produit. Donc il faut le faire qu'une seule fois. Donc moi la stratégie que j'adopte, c'est que dans mon fichier, j'utilise une seule colonne, en fait, qui est ici la 3e colonne de mon fichier, dans laquelle j'ai mis en fait pour les déclinaisons les images associées à ces déclinaisons. PrestaPricing va savoir l'associer à la déclinaison, mais aussi aux produits parents, bien sûr. Mais j'ai également mis dans toutes les lignes des produits qui n'ont pas de déclinaison. Dans cette même colonne, j'ai mis la liste de toutes les images de ces produits. Donc ainsi, je suis certain de ne pas oublier de photos et surtout de ne pas en avoir en double. Donc je vais prendre cette colonne et je vais aller chercher, je crois que c'est ici, voilà, pratiquement en bas, hein, vous voyez, ici, liste d'images, chemin complet ou URL. Donc, je rappelle, cette colonne, ce type de colonne peut contenir donc des listes d'images de type chemin local, C2 points, mon dossier, mon image.jpg, virgule, alors virgule selon le séparateur que vous utilisez ici. Hein, vous pouvez mettre autre chose qu'une virgule dans les listes. Je continue, donc virgule, C2 points ou D2 points, mon autre répertoire, mon image 2.jpg, etc. Ça, c'est une liste. Vous pouvez aussi avoir des URL complètes de type http le dossier sur le serveur, le nom de l'image sur le serveur, .jpeg, etc. Voire encore des images de type FTP. Et là, il faut de la même manière inclure un chemin complet FTP, etc. Sachez également que vous pouvez avoir plusieurs colonnes de ce type image. C'est une exception. Hein. Vous pouvez très bien, par exemple, dire je map cette colonne à liste d'images, je la coche, mais celle-ci aussi. À ce moment-là, il va utiliser toutes les photos qui sont là et toutes les photos qui sont là. Hein. Il va combiner les deux listes. Même si dans chacune de ces colonnes, vous avez déjà des listes, hein, et pas forcément une image unique. Donc là, vous avez vraiment toute la souplesse, toute la liberté pour importer toutes vos photos. Sachez également que la première photo d'une liste sera celle qui sera utilisée comme image de couverture. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour les images. Vous n'avez pas d'option particulière à paramétrer ici. Tout est géré en automatique. Poursuivons. Colonne suivante, c'est les tags. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, j'avais mis des listes de valeurs de tags, de noms de tags. Donc, on peut tout à fait importer ce type de rubrique. Alors, il ne l'a pas reconnu tout seul. Nous l'avons ici en bas de la liste des rubriques possibles. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je pense pas. Je ne peux pas vous le montrer, désolé, il faudrait que je déplace la fenêtre, mais en gros dans la liste, voilà, vous avez une rubrique qui s'appelle comme ceci, liste de tags. Encore une fois, là il s'agit de faire des ajouts uniquement. Vous ne pouvez pas retirer des tags au produit lors de l'import, uniquement les ajouter. Voilà, et ici vous devez dans la quatrième ligne, choisir, enfin indiquer s'il s'agit de listes identifiants, donc des numéros de tags, mais à ce moment-là il faut qu'ils existent déjà, qu'ils aient déjà été créés, ou alors s'il s'agit de valeurs. Dans mon cas, c'est vraiment des valeurs que j'ai mis. Et pour les valeurs, vous avez encore le choix soit de les créer, soit de ne pas les créer. Hein, pas les créer d'abord ou les créer. Donc dans mon cas, je veux créer ces valeurs de tag et donc je les coche. De la même manière, vous pouvez mettre des listes d'accessoires, un peu comme pour les tags. Donc les accessoires, ce sont une liste d'autres produits à rattacher aux produits que vous importez. Dans cette colonne liste d'accessoires,
qui fonctionne également uniquement en ajout et non pas en retrait. Vous pouvez de la même manière soit inclure des identifiants, soit, et ça viendra un peu plus tard, c'est pas possible pour l'instant, inclure directement d'autres choses que les identifiants, comme par exemple les références fournisseurs ou encore le nom de ces accessoires. Donc pour l'instant, attention, ça ne peut être que des numéros. Donc il faut que les produits existent bien sûr et que vous connaissiez leurs numéros, hein, sinon vous ne pourrez pas les associer de cette manière-là. Alors je ne vais pas la cocher parce que je sais que cette colonne est vide dans mon fichier, hein, je ne l'ai pas remplie, donc inutile de le faire travailler pour rien. Et nous avons enfin ici deux colonnes contenant des caractéristiques de produits. Alors là, je vous demande un petit peu d'attention, c'est un peu particulier. Donc pour les caractéristiques, soit la caractéristique existe déjà et à ce moment-là, tout seul, il va faire le mapping, comme pour les d'autres rubriques, soit il faut l'aider, il ne le reconnaît pas. Alors, pour l'aider, on va tout en bas et on choisit ici ID ou valeur de caractéristique. Ensuite, dans la deuxième colonne, il s'agit de choisir la caractéristique qui correspond. Ma caractéristique hitphone, vous voyez, n'est pas disponible. Simplement, elle n'existe pas encore. Donc, c'est pour ça qu'il ne l'a pas trouvé, qu'il ne l'a pas mappé tout seul. Hein, si j'avais eu une colonne qui s'appelait auteur dans mon fichier, automatiquement il aurait mis ID ou valeur de caractéristique et sur la deuxième ligne ici, il aurait choisi auteur de lui-même. Il aurait reconnu. Donc ce n'est pas le cas, il faut que je l'aide et je lui dis donc qu'il s'agit d'une nouvelle caractéristique qu'il faut créer. Donc je choisis nouveau à créer et donc il va créer une caractéristique sous le nom headphone. Dans la dernière ligne ici, enfin l'avant-dernière ligne, pardon, je dois préciser le contenu de ma colonne. Est-ce que ça contient des identifiants, donc des identifiants de valeurs de headphone qui auraient déjà été créés, ou est-ce qu'il s'agit de valeurs à créer. Donc dans mon cas, j'avais mis, vous vous souvenez, Jack ou Jack Mini, des choses comme ça, donc j'avais vraiment mis des valeurs, des noms. Hein. Donc il s'agit de valeurs et il faut que je choisisse si je lui demande de les créer, enfin de ne pas les créer, de les créer, ou encore, c'est possible de créer des valeurs de type custom, hein, des caractéristiques custom personnalisées, donc une notion qui existe dans PrestaShop. Bon, dans mon cas, je vais lui demander de créer des valeurs globales, partagées, et non pas custom. Et je le coche. Format, c'est exactement la même problématique, ça n'existe pas encore. C'est une caractéristique nouvelle à créer. Je la choisis, et je choisis valeur, créer, s'il n'existe pas. Et je la coche. Et puis mes trois dernières colonnes, pardon, sont des attributs de déclinaison, donc je ne vais pas les utiliser, bien sûr, lors de cette phase d'importation des produits. Voilà, j'en ai terminé pour le mapping. Alors c'était assez long. D'habitude ça va beaucoup plus vite, mais ici j'ai mappé pratiquement 50 colonnes à la main, donc assez long. Dans la plupart des cas, vous verrez, la plupart de vos fichiers, vous aurez 4, 5 à 10 colonnes maximum. Hein. Donc là, j'ai vraiment voulu vous montrer un cas exhaustif et aller au bout de toutes les options possibles. Passons à présent à l'étape 3. Alors, première sous-étape de cette étape 3 concerne le choix des clés de synchronisation. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, il vous faut comprendre. La clé de synchronisation, c'est ce qui permet au logiciel d'aller regarder dans la base si, pour chacune des lignes, l'article à créer ou à modifier existe déjà. Si l'article existe déjà, il sait qu'il doit le modifier, le mettre à jour. S'il n'existe pas, il va le créer. Si on choisit mal nos clés, on peut soit écraser, modifier des produits alors qu'on voulait juste en créer des nouveaux, ou vice-versa. Donc c'est vraiment essentiel. Souvenez-vous, dans mon fichier, si je reviens dans mon mapping, j'avais inclus des colonnes de type référence produit et référence déclinaison. Eh bien, dès la création de mon fichier, en fait, j'avais en tête l'idée d'utiliser la référence comme clé de synchronisation. En fait, vous avez plusieurs choix possibles. Je viens ici pour les produits, par exemple. Vous pouvez choisir identifiant PrestaShop ou les références produits, références fournisseurs, les deux codes barres ou encore le nom.
moi je vous conseille toujours d'utiliser soit la référence produit, soit la référence fournisseur. Dans tous les cas, il faut que votre clé de synchro soit unique, c'est-à-dire que chaque produit, chaque déclinaison, chaque catégorie ait vraiment sa propre valeur dans le champ choisi pour la clé de synchronisation. Si vous utilisez l'identifiant, là effectivement, vous êtes garant que ces valeurs d'identifiant sont uniques. C'est quasiment toujours le cas, hein, parce que dans la base de données PrestaShop, qui est une base MySQL, les identifiants sont déclarés comme étant des clés uniques. Donc il ne peut pas y avoir de doublons. Donc ça, c'est assez sécurisant. Le problème, c'est que les fichiers fournisseurs ne contiennent jamais vos identifiants PrestaShop. Ils ne les connaissent pas. Donc on peut rarement utiliser malheureusement cette rubrique-là, sauf si vraiment vous travaillez avec vos propres fichiers que vous créez vous-même. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez également utiliser les identifiants dans le cas où les fichiers de grossistes contiennent des identifiants et que vous demandiez ensuite dans l'import, on verra à l'étape 4, vous demandez à PrestaPricing de forcer les identifiants, c'est-à-dire de créer les produits ou les déclinaisons en utilisant les identifiants inclus dans votre fichier. Donc ça, c'est une bonne méthode également, mais attention, elle est un peu risquée parce que si les identifiants fournis par votre grossiste qui sont censés correspondre à des nouveaux produits à créer, en fait, si ça correspond à des produits déjà existants, à ce moment-là, vous allez les écraser. Également, si vous travaillez avec différents fournisseurs, là, il y a de fortes chances que les identifiants soient communs pour des produits différents. Donc là, ça ne va pas du tout marcher. Voilà, donc c'est pour ça que ma recommandation, encore une fois, c'est d'utiliser référence produit ou référence fournisseur produit. Dans notre exercice ici, on va choisir référence produit. Alors, je veux aussi créer des catégories. Donc, je dois aussi choisir une clé pour les catégories. Alors, dans mon tableau, dans mon fichier, je n'ai pas inclus d'identifiant, mais par contre, j'ai inclus le nom des catégories. Donc, c'est ça que je vais utiliser. En fait, il va aller regarder si les catégories existent à partir de leur nom. L'utilisation des identifiants est quand même assez rare au niveau des catégories. Je n'ai pas vraiment de cas en tête où on va travailler de cette méthode-là, bien que ce soit possible. Bien. Alors depuis la version 6, j'ai inclus ici un nouveau bouton qui vous permet de chercher et corriger les doublons. Alors il m'indique que tout va bien, je n'ai pas de doublon dans la base de données. Un doublon, c'est deux produits ou plus que deux produits qui partagent la même valeur pour la clé choisie. Ou deux déclinaisons, pareil, qui ont la même valeur pour la clé choisie lorsqu'on importe les déclinaisons. Typiquement deux produits qui portent la même référence. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il ne sait pas lequel il faut mettre à jour. Donc c'est quasiment impossible de continuer à importer de manière sereine. Donc je vous conseille toujours de lancer cette petite recherche. Si des doublons sont trouvés dans la base, à ce moment-là, une fenêtre s'ouvrira vous montrant les différents produits qui partagent des valeurs communes, des clés communes, et vous pourrez corriger, modifier ces valeurs de clés, par exemple de référence, directement dans cette table. Donc là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, je n'ai pas de doublon dans ma base, mais ce sera certainement le cas pour vous au début, j'en suis pratiquement certain. Donc soyez très prudent avec ça et soyez vraiment rigoureux sur à la fois le choix des clés et le fait que vos clés soient uniques pour chacun de vos produits déclinaisons. Alors l'étape suivante dépend vraiment du niveau d'interface que vous avez choisi. En interface prise en main, vous voyez que vous avez plus aucune option, vous avez juste à continuer. Par contre, à partir du mode simplifié, voire complète, vous avez beaucoup plus de paramètres auxquels il faut porter une certaine attention. Alors en mode simplifié, la première option ici, moi je vous recommande de toujours la laisser cocher. Elle permet de lire, enfin juste après la lecture du fichier, qui va s'exécuter ici au niveau de cette table, en fait permet donc d'aller vérifier si pour chacune des lignes, le programme trouve ou non le produit ou la déclinaison. Et il va vous l'indiquer dans la première colonne. Donc ça c'est très pratique pour garder un peu de contrôle, un peu de visibilité sur ce qu'on est en train de faire. Éviter de mettre à jour des produits alors qu'on voulait en créer des nouveaux ou vice-versa. Et puis la deuxième ligne ici est très intéressante dans le cas, et là j'insiste, où on a un fichier qui contient justement à la fois des produits et des déclinaisons.
Hein, c'est notre cas de figure pour cet exercice, encore une fois. On a donc dans PrestaPressing ces options ici qui nous permettent d'extraire de notre fichier, lorsqu'on importe les produits, uniquement les lignes de produits et d'enlever les lignes de déclinaison. Lorsque on a un produit, et c'est le cas dans notre fichier, qui est en fait décliné en par exemple 10 déclinaisons, en fait on a 10 lignes, on a même aucune ligne qui correspond au produit, on a simplement les 10 déclinaisons, et bien en fait, grâce à cette option ici, PrestaPressing va exclure, enfin va conserver la première des lignes, et va la traiter comme une ligne de produit, et va enlever les 9 suivantes. Donc ça va nous éviter, bien sûr, soit de créer 10 produits différents, soit au mieux, on va dire, d'importer 10 fois avec une mise à jour pour chacune des lignes, ce qui serait 10 fois trop lent. Donc en gros, c'est grâce à ces options ici que l'on peut, d'une manière totalement automatique, filtrer le produit entre produit et déclinaison. Donc je la laisse bien cocher dans mon cas de figure, c'est exactement ce que je veux faire. En mode complète, vous avez une option supplémentaire ici. Je ne vais pas m'y attarder. Moi, je vous conseille de la laisser toujours cocher sur la valeur par défaut ici, la deuxième option. En gros, cette option, pour simplifier, vous permet, si vous cochez comment dire, ce mode-là, vous permet de créer dès la lecture, hein, dès que je vais cliquer sur le bouton ici, donc avant même l'importation des lignes, de créer dans la base de données les fournisseurs, les marques, les attributs, les valeurs d'attributs, etc., trouvés dans l'ensemble du fichier. Bon, l'intérêt existait sur les premières versions de PrestaPressing. On gagne du temps, c'est vrai, lors de l'import. C'est très pratique lorsqu'on a vraiment l'habitude, lorsqu'on sait vraiment ce qu'on fait. Mais j'ai vu trop de personnes se tromper avec ça, donc moi je vous conseille de garder cette option-ci qui permet en fait de ne créer ces fameuses marques, déclinaisons, attributs, caractéristiques, etc. qu'au fur et à mesure de l'import, ligne par ligne. Et l'intérêt, en dehors du fait qu'on garde le contrôle sur ce que l'on fait, c'est qu'on va importer ou ne créer dans la base que vraiment euh, les, les attributs, les déclinaisons, les groupes, les marques, etc., des produits ou déclinaisons qu'on va importer. Parce que si par exemple vous avez un fichier de 10 000 lignes et que vous en importez que 300, c'est inutile de créer les fabricants des 10 000 produits. Autant ne créer que les fabricants des 300 produits qu'on va importer. Voilà. En gros, la nuance, elle est là. Soit on crée tout d'un coup au départ, pour ensuite gagner du temps lors de l'import des différents produits, soit on le fait au fur et à mesure des lignes, et c'est la valeur à conseiller la plupart du temps. Bien, je vais enlever cette option, simplifier, vous ne l'avez pas de toute façon, et puis je passe à l'étape suivante, donc afficher le contenu. Voilà, donc je clique sur afficher le contenu, qui va avoir pour conséquence de lire mon fichier et d'en afficher le contenu ici. Alors, première chose à noter tout de suite, pratiquement évident, souvenez-vous, j'avais 31 lignes dans mon fichier. Et bizarrement, ici, j'en ai plus que 6 ou 7, 7 lignes. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous, j'ai volontairement ici activé cette option, afficher une seule ligne par produit. Et c'est bien ce qu'il a fait. J'ai bien ici, à présent, dans mon tableau, une seule ligne pour les pods nano, une seule ligne pour le shuffle, etc. En fait, une seule ligne pour chacun des produits qui avaient des déclinaisons, enfin qui ont des déclinaisons. Pour les trois produits, les trois lignes du bas, ce sont des produits sans déclinaison. Je conserve bien sûr ces trois lignes à l'affichage. Donc ça va me permettre d'importer, donc de créer mes produits par an à partir de lignes en fait qui étaient conçues dans le fichier à l'origine pour créer des déclinaisons. Voilà. Donc ça vous évite de vous prendre la tête à créer un fichier pour les produits et un fichier pour les déclinaisons. On peut tout à fait travailler avec un seul fichier commun pour l'ensemble des deux. Et on verra tout à l'heure, hein, quand on fera la deuxième partie, comment au contraire traiter les lignes comme des déclinaisons, non pas comme des produits par an. Donc je m'avance un peu, mais je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe dans la deuxième phase. Alors jetons un œil un petit peu sur ce qu'il a affiché. D'abord la première colonne, je vous en ai parlé. On a ici le statut n'existe pas. Il est allé vérifier si ces produits à partir de cette référence-là
existaient ou pas dans la base et il ne les a pas trouvés, donc il m'indique qu'ils n'existent pas. Donc encore une fois, ce statut ici est fonction de la clé, hein, la clé de synchro. La clé de synchro que j'ai choisie, c'est référence produit, donc c'est vraiment cette colonne-ci qui a été utilisée pour aller vérifier ou non l'existence des produits. Si un produit existe, il vous indique ici existe en vert. La deuxième colonne, eh bien, il l'a rajoutée tout seul. Elle n'était pas dans mon fichier. Il s'agit de la boutique d'import. Je suis ici sur un PrestaShop 1.6 en multi-boutique. Donc, effectivement, on a la possibilité de décider dans laquelle des boutiques importer ces produits. Alors, par défaut, je me souviens plus. Je crois que par défaut, il importe uniquement dans la boutique par défaut de PrestaShop. Il faudrait relire l'aide ici. Moi-même, j'ai un trou de mémoire. Sinon, vous pouvez tout à fait l'aider, hein. Donc, soit toutes les boutiques, soit la boutique par défaut. Encore une fois, je crois que c'est le mode qu'il utilise si on ne l'aide pas un peu, si on ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Soit une de mes 3 boutiques créées dans ce PrestaShop. Bon, dans ce cas de figure, je ne sais pas quoi faire. On va prendre, allez, on va lui dire de faire toutes les boutiques. Alors, quand vous avez choisi ici pour un produit, vous n'avez pas besoin de le refaire pour tous, hein. Encore une fois, vous avez les fameux clics droits ici qui est disponible et la fonction que vous commencez à connaître maintenant, coller cette valeur dans toute la colonne qui permet de dupliquer le paramètre partout. Alors la colonne suivante est particulièrement intéressante, ID produit. Elle apparaît ici alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais volontairement, dans mon mapping, je ne l'avais pas coché. Alors en fait, il l'a quand même incluse parce que la colonne ID produit, c'est une colonne obligatoire. C'est comme la colonne ID boutique d'import. Il y a certaines colonnes dont l'outil a absolument besoin pour réaliser ces importations. Donc il s'agit de la colonne statut qu'on ne peut pas enlever, la colonne ID boutique, ID produit, et également ID déclinaison lorsqu'on apporte des déclinaisons. Donc ne vous amusez surtout pas à enlever ces colonnes. À ce moment-là, votre import ne fonctionnerait pas. Quand je dis enlever les colonnes, je fais un aparté, il est possible effectivement de supprimer des colonnes directement dans la table ici, sans avoir à retourner dans l'outil de mappage. Donc pour gérer en fait les colonnes, les ajouter ou les supprimer, on fait un clic droit dans la table, n'importe où. Pardon, il faut d'abord sélectionner une ligne. Voilà, comme ceci. Faire un clic droit, et vous avez ici dans le menu, sélectionner les colonnes. Et ici sur la droite apparaissent toutes les colonnes possibles avec des cases à cocher. Il suffit de les cocher ou de les décocher. Ça a pour effet en fait de les rajouter à l'affichage ici. Donc l'utilité de cette fonction, c'est de rajouter des colonnes qui ne sont pas dans votre fichier Excel, les avoir ici à l'affichage, et vous pouvez même donc ensuite les remplir manuellement, hein. Donc on peut faire pratiquement de l'importation en remplissant soi-même les données ici, sans avoir à modifier, faire des allers-retours dans Excel. Alors le fait qu'il ait rempli en fait cette colonne avec des numéros, qui ne sont pas les numéros que je souhaite associer à mes produits, n'a pas vraiment d'incidence dans la mesure où on verra tout à l'heure à l'étape 4, dans le paramétrage, on lui demandera de ne pas forcer les identifiants, c'est-à-dire de ne pas utiliser les valeurs ici que je lui indique, mais de lui-même créer des identifiants uniques. Je continue, la colonne suivante, eh bien, c'est le fait que le produit soit ou non actif. On se retrouve, on a bien nos noms de produits, nos références produits, références fournisseurs, mais enfin c'est vide, et ainsi de suite. On se retrouve bien en fait ici, vous voyez, pour chacune des colonnes que l'on a mappées et cochées, avec nos valeurs lues dans la table, hein, dans le fichier Excel. Notre règle de taxe, 20%, et ainsi de suite. Alors sachez que vous avez ici, sur cette table, donc, toute la liberté de modifier les données. Hein, si par exemple il y a une petite erreur dans le fichier Excel qui vous apparaît visuellement, bien, vous pouvez le modifier. Quand vous n'êtes pas obligé d'importer, enfin, comment dire, vous n'êtes pas contraint à respecter les données. Hein, par exemple, si c'est un touch, je veux l'appeler à touch B pour une raison quelconque, il n'y a aucun souci. De même, vous avez les fonctions, je vous l'ai déjà dit, hein, de copier-coller. Vous avez même Magic Edit, hein, qui vous permet d'exécuter des opérations de gestion de vos textes, modification de vos textes en masse dans votre tableau. Vous pouvez également exporter la table vers Excel si jamais vous en avez besoin pour un autre usage.
Donc beaucoup de flexibilité sur l'utilisation de cette table. Vous avez un bouton ici pour en sauvegarder le contenu, hein, donc effectuer un export à l'identique réutilisable. Vous avez les filtres, donc ça c'est très pratique. En particulier parfois lorsque sur la première colonne on veut filtrer et n'importer que les produits qui n'existent pas, hein, ben, il suffit de cliquer dessus, faire filtrer et choisir voilà, ici contient ou égal à n'existe pas. Ça, je vous avais parlé également de ceci dans une autre vidéo. J'y reviens rapidement. Vous pouvez mémoriser vos filtres dans les paramètres de la source, hein. Donc, faire en sorte que lorsqu'on vous allez rechoisir cette source plus tard, même après avoir fermé PrestaPressing et l'avoir relancé, il est possible que les filtres que vous avez mis en place sur vos colonnes soient automatiquement rechargés. Donc ça, c'est très pratique pour justement, dans l'optique justement d'automatiser les imports ensuite. Et puis un peu plus à droite, ici, je vais vous montrer les colonnes contenant les noms de fournisseurs et de fabricants. Notez qu'ils sont indiqués en rouge. Cela signifie que tout simplement ces fournisseurs et fabricants n'existent pas encore. Et la première colonne avec un point d'interrogation, pareil, nous indique qu'il n'y a pas encore de numéros qui ont été attribués à ces fournisseurs et fabricants. Donc ils seront créés au fur et à mesure de l'import. Si en mode, je reviens un peu plus haut, en mode complète, nous avions coché cette option ici, eh bien, voilà, ces fournisseurs fabricants auraient déjà été créés, ils seraient indiqués en vert avec leur numéro. Hein, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, la différence entre ces deux modes. Et puis c'est un peu la même chose ici tout à droite. Nous avons donc les deux colonnes de caractéristiques, headphone et format. Alors les caractéristiques, elles, ont déjà été créées. Hein, dès la lecture du contenu, il crée les caractéristiques qui n'existent pas. Donc il leur a associé le numéro 8 et le numéro 9 sous le nom headphone et format. Et dans ces caractéristiques, eh bien, il est prêt à créer, enfin dans ces groupes de caractéristiques, il est prêt à créer les valeurs ici pour chacun des produits. Donc pareil, elles apparaissent en rouge avec un point d'interrogation. Alors, je me rends compte à présent que j'ai fait une petite erreur stratégique concernant la gestion des photos. Ici, je vois que en fait, j'ai coché une colonne qui contient des photos également pour les produits qui ont des déclinaisons. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais n'importer des photos que pour les produits sans déclinaison, de manière à traiter les produits avec déclinaison lors de l'import des déclinaisons. Ceci afin d'éviter les doublons. Donc, je reviens sur mon modèle. Et ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser une autre colonne pour cette première phase. Donc ici, nous avions, voilà, j'avais coché cette colonne ici, donc la colonne des photos avec les combinaisons. Je vais la décocher et à la place, je vais prendre cette colonne-ci qui ne contient des images que pour les produits par an, les produits uniques, les produits sans déclinaison. Et ainsi, si je relis mon fichier, je le remappe, je réaffiche, ici, voilà, j'ai le résultat que je souhaitais. Hein, des images ici sur mes 3 dernières lignes et pas les autres. On peut passer à présent à l'étape suivante, donc l'étape 4. On va descendre un petit peu. Donc l'étape 4, quand on l'ouvre, vous devez noter, ne ferme pas la partie de l'étape 3, de manière à conserver l'affichage des produits en même temps que l'on configure les paramètres, c'est souvent plus pratique. Si jamais ça vous gêne, bien sûr, vous pouvez ici aisément enrouler cette partie-ci. Alors, dans cette étape 4, alors là, peut-être que je devrais commencer par l'interface en mode simplifié dans un premier temps, même voire prise en main. Donc, en mode prise en main, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose. Vous pouvez juste choisir ou non de créer les produits qui n'existent pas. Donc, les produits avec un statut en rouge comme ceci. Et quand vous choisissez de les créer, il vous propose également de créer les catégories, leur catégorie par défaut si elles n'existent pas. Donc, leur catégorie par défaut, c'est celle qui est indiquée ici. Et puis ici à droite, vous avez quelques paramètres qui sont en fait les valeurs à utiliser par défaut lorsque les rubriques ne sont pas présentes dans le fichier ou n'ont pas été mappées. Donc ça concerne par exemple justement la catégorie par défaut. C'est-à-dire que si ici je ne fournis pas un numéro de catégorie, un nom de catégorie, pardon, eh bien dans quelle catégorie créer les produits. Il utilise le numéro 3. Le numéro 3, on va aller voir, je crois que de mémoire ça doit être l'accueil. Pas dans boutique mais dans catégorie, pardon.
Non, 3 c'est femmes. Donc c'est peut-être pas très opportun de créer des iPods ici. Je vais plutôt les créer dans accueil. Donc on va mettre la numéro 2. Voilà, comme ça, s'il y a le moindre souci au niveau de la création des catégories, je sais que mes produits seront tous dans l'accueil. Pardon, je me rends compte que vous ne voyez pas l'écran. Voilà. Donc je parlais de la catégorie par défaut ici. Donc je disais, à la place de 3, j'ai mis la numéro 2. Et puis donc ici, la valeur du fournisseur par défaut, si c'est pas indiqué dans mon fichier. Alors normalement, j'ai pas de souci. Hein, on a bien une colonne quelque part contenant notre fournisseur. Je ne sais plus où exactement. Voilà, ici. Mais bon, si pour un produit donné, si on a des milliers de produits, que sur une ligne donnée, j'ai pas de nom de fournisseur, à ce moment-là, il va utiliser celui que je choisis ici. La langue, là, c'est très important. Je choisis l'anglais. Moi, je veux importer en anglais. Et puis la quantité, si on ne fournit pas la quantité pour les produits ou déclinaisons, quelle quantité mettre par défaut? Le 1. Et enfin, même chose pour les règles des groupes de taxes. Si la règle des groupes de taxes n'est pas fournie dans le fichier, on peut choisir un taux par défaut. Et enfin, on peut activer ou non les produits que l'on va créer et activer ou non les catégories que l'on va créer. Mais c'est le même principe. Les produits ne seront activés par défaut, parce que je l'ai coché ici, qu'à la condition que je n'ai pas la colonne ici actif mappée. Or, elle est présente. Donc si par exemple je décoche ce produit, bien qu'ici j'ai coché activer les nouveaux produits, eh bien, ce produit-ci ici ne sera pas activé. Hein. Pour que les paramètres ici soient, soient utilisés, il faut que la colonne soit absente. Alors si je passe en mode simplifié, là j'ai pas mal de paramètres nouveaux qui apparaissent, en particulier ici, la possibilité de choisir ne pas vérifier l'unicité absolue des clés. Alors ça c'est un paramètre très technique. Ici vous êtes indiqué un petit warning à lire attentivement. Moi je vous conseille de ne jamais l'utiliser, tout simplement, ça vous éviterait de faire des erreurs. Cependant, dans certains cas de figure, pour les experts, vous pouvez effectivement utiliser cette option qui a pour but de sauter dans le travail de l'importation une étape qui vérifie s'il existe ou pas des doublons. Comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous avez deux produits avec la même référence, vous risquez de modifier le mauvais. Donc, bon, dans certains cas de figure, on sait qu'on a des doublons, mais on sait que, par exemple, on va importer que des nouveaux produits. C'est le cas de figure ici. Donc, dans ce cas-là, éventuellement, vous pouvez utiliser cette option pour réaliser l'import malgré le fait qu'il y ait des doublons. Comme vous savez que vous créez des nouveaux produits, si vous êtes sûr que les références que vous utilisez ici n'existent pas dans la base, bon, pourquoi pas, faites votre import, ça peut marcher. Voilà, mais utilisez vraiment avec beaucoup de précautions. Et puis le deuxième, forcer des identifiants. Également un petit peu d'aide ici, vous expliquant ce qui se passe. En fait, forcer des identifiants veut dire qu'on va utiliser les valeurs ici dans la colonne ID produit ou ID déclinaison pour les déclinaisons, et qu'on va utiliser donc ces valeurs pour créer les produits. Hein. Donc on va utiliser comme identifiant les valeurs fournies dans le fichier, au lieu de laisser PrestaShop créer lui-même des valeurs par auto-incrément. Alors ça c'est bien parfois, mais pareil, il faut faire très attention. En particulier, si par exemple je laissais cocher ici cette option avec ces valeurs-ci, là je cours à la catastrophe puisque en fait j'ai déjà des produits qui portent ces numéros-là, mais ce ne sont pas ces produits-ci, ce sont des vestes, des robes, etc. dans ma base. Donc je vais écraser mes produits existants avec les données de ces iPods. Donc le résultat ne sera pas du tout ce que j'espérais. Donc n'utilisez cette option que si effectivement ici vous avez des valeurs supérieures au minimum ou la plus grande valeur de tous les produits qui existent déjà. Vous avez donc d'autres paramètres ici qui permettent de décider d'importer les images. Donc effectivement en mode prise en main, vous n'avez pas la gestion de ces images. Hein, donc pensez-y si à un moment donné vous êtes coincé. Donc, mode simplifié minimum pour gérer les photos. Donc les photos, hein, vous vous souvenez, pardon, correspondent à cette colonne ici. Donc pour importer les photos ou les images, il faut cocher cette option. Et puis il faut également paramétrer notre gestion. Pardon, je suis trop bas, encore une fois. Il faut donc cocher cette option et puis gérer, paramétrer l'import, l'upload. Donc en cliquant sur ce bouton-ci,
ici, on a le réglage du FTP. Alors, ce réglage de FTP, brièvement, il faut rentrer votre adresse serveur, votre chemin depuis la racine du site jusqu'au dossier P. Alors attention, donc ça, il s'agit bien ici du chemin destinataire, hein, on configure pardon, ici la destination, c'est-à-dire votre PrestaShop, et non pas l'endroit où se trouvent les photos actuellement. Et puis le chemin ici doit vraiment correspondre au chemin complet. Donc souvent la plupart des gens oublient de mettre devant IMG le nom du dossier dans lequel est installé PrestaShop. Ça ne fonctionnera pas, hein, vous obtiendrez des images blanches. Votre utilisateur, votre mot de passe, et vous avez ici un bouton vous permettant de tester le succès à la fois de la connexion, mais ça ne suffit pas. Il vous faut également que ici, vous voyez, voici les 6 premiers fichiers vus. Ici, il faut que vous soient listés 6 noms de fichiers existants dans le dossier P sur votre serveur. Si ce n'est pas le cas, si ici c'est blanc, c'est vierge, ça veut dire que votre chemin ici n'est pas bon. Je valide. Et puis vous avez ici des fonctions avancées. Alors je ne vais pas vous les représenter maintenant. C'est la même fenêtre qu'on utilise dans l'outil de téléchargement en masse des photos sur l'interface principale. C'est expliqué dans le tutoriel sur l'utilisation de cet outil de gestion des photos. Donc je vous demande de vous y référer pour comprendre comment éventuellement paramétrer ces deux onglets. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'y toucher, hormis peut-être ici la nécessité de rajouter parfois, si votre accès FTP aux images sources, cette fois-ci, hein, je parle bien des images sources, je parle plus de PrestaShop. Donc si cet accès est protégé, vous pouvez avoir ici à mettre un utilisateur et un mot de passe comme ceci. Enfin, concernant les images, vous avez ici une option qui est cochée par défaut, qui protège les articles qui existeraient déjà dans la base. En fait, tant que cette option est cochée ici, si un produit existe déjà, donc indiqué ici avec la statue en vert existe, à ce moment-là, les images contenues dans la ligne correspondante seront ignorées. Elles ne seront pas retéléchargées. Ça évite de le faire deux fois dans le cas où ces produits ont déjà eu leur photo. Hein. Donc ça c'est intéressant dans le cadre de fichiers qui contiennent à la fois des nouveaux produits et des produits à mettre à jour. Si vous le décochez, toutes les photos ici seront retéléchargées avec le risque d'avoir des images en double. Alors si on passe en mode interface complète, vous avez à présent des options plus avancées qui permettent de sortir de situations assez compliquées. Alors la première partie intéressante ici concerne ce qu'on appelle le calcul automatique du prix de vente. Il faut savoir que PrestaPricing, dans l'import, de même que dans son interface principale d'ailleurs, est capable de recalculer automatiquement un prix de vente à vos produits lorsque vous importez un prix d'achat. Effectivement, ici dans notre fichier, quelque part, je ne sais plus où, et on va essayer de retrouver le prix d'achat. Voilà. On a ici une mise à jour des prix d'achat qui vont être effectués. Eh bien, le programme est capable de prendre, par exemple, ce prix d'achat de 70, et si vous lui demandez ici, en choisissant, par exemple, cette option, d'appliquer un taux de marge donné, vous avez la possibilité, ici, de fixer un taux de marge, par exemple de 50. Et grâce à ce taux de marge, le programme va calculer votre prix de vente. Donc, il va ignorer, si vous voulez, cette colonne prix de vente ici, à la place de mon 124. Enfin, c'est pas exactement ça, je me trompe un peu. En fait, il va prendre la valeur du prix d'achat 70, il va appliquer un taux de marge de 50, c'est-à-dire que mon produit vaudra 70 plus 35, donc 105. Et ça sera sauvé dans mon prix de vente. Donc pour que ça fonctionne, il ne faut pas inclure en fait la colonne prix de vente dans votre mapping parce que comme elle intervient après, hein, elle est à droite du prix de vente et que comme l'import s'exécute de gauche à droite, colonne par colonne, en fait cette valeur ici 124 va dans mon cas de figure ici remplacer mon prix de vente calculé. Donc si je veux utiliser cette fonction automatique de calcul du prix de vente, pensez à désactiver dans votre mapping, décocher dans votre mapping l'import du prix de vente.
Donc vous pouvez, donc comme ceci, fixer un taux de marge donné. Vous pouvez également euh, conserver le taux de marge du produit actuellement dans la base. Donc ça c'est bien pour les produits qui existaient déjà, pour lesquels vous avez déjà un prix de vente et un prix d'achat, donc une marge euh, je dirais existante, quelconque. Eh bien vous pouvez conserver cette marge. Donc il va importer le prix d'achat, recalculer le prix de vente pour conserver la marge actuelle. Et vous pouvez faire ça sur les produits et sur les déclinaisons. Donc, produits et déclinaisons, les deux. Et enfin, sachez que lorsque vous voulez fixer un taux de marge aux produits, aux déclinaisons ou aux deux, vous avez non seulement la possibilité de fixer un taux de marge par défaut, mais également, c'est une nouveauté de la version 6, la possibilité de définir des tranches de prix, de tel prix à tel prix, donc tel prix inclus à tel prix exclu, fixer tel taux de marge. Donc ici, vous pouvez créer autant de valeurs que vous voulez, hein, autant de lignes que vous voulez, et vous n'avez plus qu'à les cocher pour les activer, hein, pour les utiliser. Vous pouvez donc modifier vos paramètres ici, les éditer, créer des lignes si vous le souhaitez. Voilà. Donc cette fonction-là est très intéressante pour créer simplement en important des prix d'achat, par exemple fournis par vos fournisseurs, créer directement tous vos prix de vente avec des marges bien particulières en fonction du prix que vous payez, hein, de la tranche de prix de vos différents produits. Auparavant, il fallait s'amuser à filtrer le tableau ici par tranche de prix d'achat et modifier le prix de vente un par un ou par lot, etc. C'était un peu plus compliqué. Voilà, donc fonction assez intéressante à découvrir dans cette version 6 de PrestaPricing. Alors, je vais le remettre sur la valeur par défaut. Dans mon cas, je ne souhaite pas calculer mon prix de vente, mais vraiment importer celui que j'ai ici. Autre option avancée qu'il a actuellement grisée concerne le support d'un module d'un de nos confrères, PrestaModule, un module qui s'appelle caractéristiques multiples, qui permet d'associer à un produit donné plusieurs valeurs pour une même caractéristique. Par exemple, c'est utilisé beaucoup sur les revendeurs de pièces détachées de voitures. Une caractéristique donnée peut être la marque ou le millésime de la voiture, et parfois une pièce convient sur plusieurs marques, plusieurs millésimes. À ce moment-là, il est intéressant de pouvoir créer des caractéristiques, enfin d'associer des valeurs différentes donc au produit. PrestaPricing est capable de le faire à condition que ce module soit installé, ce qui n'est pas le cas sur ce site-là, puisque sinon ça serait dégrisé ici. Et donc si le module est installé, vous pouvez cocher cette option pour effectivement permettre de créer d'importer des caractéristiques multiples, hein, caractéristiques comme celle-ci ici. Donc vous pourriez très bien pour le premier produit, par exemple, avoir plusieurs lignes avec différentes valeurs de caractéristiques. Elles ne se remplaceraient pas, elles s'ajouteraient, hein, se combineraient. Alors sur la partie droite, ici, j'ai également quelques fonctions nouvelles en mode complète, en particulier toutes celles-ci qui permettent, lorsque le fichier ou le mapping ne contient pas la colonne nom de produit, que je recherche, voilà celle-ci, si vous n'avez pas cette colonne ici, à ce moment-là, le programme est capable de nommer automatiquement vos produits. Il vous suffit d'éditer le champ ici pour entrer un nom générique, comme ici prod- qui peut être éventuellement suivi par l'identifiant du produit ou un index dont vous pouvez préciser la valeur ici et qui s'incrémente tout seul, ou alors rien du tout, juste le nom générique. Et vous pouvez également nommer le produit comme le nom du fichier de la première image. C'est-à-dire qu'ici, vous vous souvenez, on a une liste d'images. Eh bien, il va prendre, par exemple, ici la valeur 13 et le produit s'appellera 13, si j'ai cette option ici. Donc ça, c'est intéressant dans un cas de figure assez particulier qui concerne les photographes. Parce que les photographes ont l'habitude d'utiliser l'outil PrestaPricing pour importer leurs produits à partir de leurs photos. En effet, je ne vous en ai pas encore vraiment parlé, sauf peut-être dans la vidéo d'intro, mais on peut tout à fait aller chercher des photos depuis l'explorateur Windows. Je crois que non, il n'est pas ouvert, je ne peux pas vous le montrer. Donc en gros, vous allez chercher des photos depuis Windows et vous les glissez, déposer ici dans la table et automatiquement, il va vous rajouter des lignes pour créer des nouveaux produits à partir de ces photos. Et dans ce cas de figure, effectivement, souvent on utilise cette option pour que ces nouveaux produits créés à partir de rien, hein, à partir de simplement d'images, portent comme nom le nom du fichier
de l'image. Vous avez également ici quelques champs, alors ce ne sont pas des champs d'import, ce sont des champs qui vous permettent de calculer correctement les prix TTC. Hein, lorsqu'on importe un prix hors taxe par exemple, ou au contraire plutôt qu'on importe un prix TTC, lui, le programme doit recalculer le prix hors taxe parce que dans la base, PrestaShop ne connaît que le prix hors taxe. Et pour ça, il a besoin de savoir dans quel contexte calculer ce prix. Donc, en particulier, connaître le pays et l'État, puisque pour chaque pays, chaque État, on peut avoir des taux de taxes différents, des règles de taxes différentes. Donc ça, c'est une fonction assez évoluée, je dirais. Vous serez assez peu nombreux, je pense, à devoir changer ces paramètres. Et puis ici, tout en bas de la partie 4, une nouveauté apparue avec la version 6. Vous étiez nombreux à me le demander. Alors, cette option ici, elle a pour fonction, vous pouvez en même temps que je parle lire le texte, donc elle a pour fonction de désactiver dans la base de données tous les produits du même fournisseur. Alors par fournisseur, il faut comprendre celui-ci, celui qui est défini ici. Donc tous les produits de ce fournisseur, s'ils sont absents du fichier. En tout cas, absents des lignes ici importées. Donc ça, c'est intéressant. Lorsque l'on souhaite, par exemple, suite à la mise à jour de votre base de données chaque matin à partir d'un nouveau fichier fournisseur, vous souhaitez désactiver tous les produits qui ne sont plus présents dans le fichier, hein, qui ne sont plus fournis par le grossiste. Les produits, excusez-moi, pas les fichiers. Les produits qui existent toujours dans le fichier fournisseur sont mis à jour par l'import. Ceux qui ne sont plus présents dans le listing, leur date de dernière modification est inchangée et donc PrestaPricing se base là-dessus pour les désactiver. Alors attention avec l'utilisation de cette option. C'est indiqué ici, ceux qui ne sont pas impactés par un import de toutes les lignes visibles. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez dans votre fichier fournisseur un produit, il est toujours là, il est toujours disponible, mais pour une raison quelconque, vous ne l'importez pas, vous ne le sélectionnez pas quand vous faites votre import, ou vous avez mis en place un filtre, et ce filtre a pour effet de cacher cette ligne de ce produit, et donc de ne pas l'importer. À ce moment-là, ce produit, bien qu'il soit présent dans le fichier, va également être désactivé du fait de cette option. Voilà. Donc pour utiliser cette option sans prendre de risque, il est important de ne pas avoir de filtre sur vos colonnes, de vraiment de faire un import total, toutes les lignes. Sinon, vous allez avoir vraiment un problème. Toutes les lignes que vous n'avez pas sélectionnées, que vous n'avez pas importées, encore une fois, les produits correspondants vont être désactivés. Toujours, bien sûr, pour le fournisseur ici défini par défaut. Donc moi, je vais désactiver cette option. Je n'ai pas du tout pris soin que dans mon fichier, j'ai effectivement tous les fournisseurs fashion ou d'autres fournisseurs. Enfin, je veux dire, j'ai pas préparé mon fichier avec dans l'optique de désactiver les autres produits que ceux présents dans mon fichier. Voilà, on a fait le tour de toutes les options possibles. Merci pour votre patience, c'était un peu long. On va donc passer à l'étape 5, qui est la réalisation de l'import. Alors, avant de pouvoir réaliser mon import, ici j'ai un warning en rouge. PrestaPricing me rappelle que forcément ici ça ne va pas fonctionner puisque je suis en train de lui demander d'importer en particulier des catégories. Ici, j'ai dû le cocher ici, voilà également. Mais il me signale que PrestaCategory, lui, n'est pas lancé. Or, il faut savoir que donc, cette fonction de création de catégories par import par PrestaPricing nécessite, et c'est impératif, que PrestaCategory en version 4 minimum soit installé sur ce même ordinateur, soit lancé et soit connecté également au site. Donc je vais faire une pause, je vais lancer PrestaCategory et je reviens. Voilà, j'ai lancé et connecté PrestaCategory. J'ai en fait simplement fait une action sur ce bouton ici, ce qui a pour effet, vous voyez, de enlever le petit warning qui était rouge ici. PrestaPricing maintenant et sait que PrestaCategory est prêt à l'aider.
Donc il ne nous reste plus qu'à lancer l'importation. Alors pour cela, je vous rappelle qu'il faut sélectionner les lignes que l'on veut importer. C'est-à-dire qu'on peut soit importer une ligne, deux lignes, autant qu'on veut, ou toutes les lignes en cliquant ici sur ce bouton pour sélectionner toutes les lignes. Donc une fois que cela est fait, on clique sur le bouton ici pour lancer l'import. Alors avant que je le fasse, il y a encore quelques petites astuces. Vous pouvez lui demander, c'est optionnel, de rafraîchir la fenêtre principale à la fin de l'import, donc la fenêtre qui se trouve derrière. Hein. Vous vous rappelez que vous pouvez y passer facilement en cliquant ici. Donc en gros, le bouton aura pour effet de réafficher les produits depuis l'accueil, par exemple ici. Ou alors si je sélectionne toutes les catégories ici pour voir tous mes produits, si je coche cette option ici, en fait mon rafraîchissement s'exécutera et je verrai tout de suite les produits créés. Cette option ici permet de reconstruire l'index de recherche de PrestaShop, donc pour y rajouter justement les nouveaux produits qui ont été créés. Donc c'est souvent utile de le laisser cocher. Et puis enfin vous avez ici donc une fonction avancée pour les personnes qui utilisent des très gros fichiers. Alors la notion de très gros, elle est difficile à définir, mais j'ai noté qu'à partir d'environ 8000 lignes, certaines versions de Windows avaient tendance à planter carrément, à bloquer ou à mettre un temps infini. En fait, on a un problème de saturation de mémoire. Donc, ce n'est pas le logiciel lui-même qui sature, c'est vraiment Windows qui n'arrive pas à allouer suffisamment de mémoire. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille, au-delà de 8000 lignes, eh bien de cocher cette option et de préciser en combien de blocs, non pas combien de blocs, mais quelle est la taille des blocs que vous voulez gérer en nombre de lignes. Par exemple, je dirais faire votre import par paquet de 5000 lignes. Donc en fait, le programme, simplement, il exécutera l'import de l'ensemble boolean sélectionné par paquet, comme ici, de 5000 lignes successives. Et par expérience, en utilisant ce mode-là, effectivement, on arrive à contourner les limitations des PC qui manquent un peu de puissance. Alors, je ne vais pas le cocher, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis, allez, je vais lui demander de rafraîchir la fenêtre principale. Voilà, c'est terminé. Je peux enfin lancer mon import. Donc, il me demande de confirmer. Et c'est parti. Donc, l'import s'exécute. Vous avez ici un bar graphe qui vous l'indique. Et dans un deuxième temps, il vous indique que c'est terminé et il vous recommande aussi de parcourir ici la colonne statut pour voir ou vérifier le résultat de l'import. Donc ici, j'ai bien, en tout cas c'est ce qu'il m'indique, créé 7 produits. Si j'ai un souci quelconque, j'aurai ici un statut échec et non pas créé. Si le produit existe déjà, j'aurai un statut mise à jour. Alors on va aller voir ces 6 produits et vérifier que tout s'est bien passé. Donc pour cela, je remonte en haut et je clique sur fenêtre principale. Alors ici, ma table a été rafraîchie, parce que j'ai coché l'option. Je peux voir qu'effectivement ici, j'ai des iPods qui ont été ajoutés. Je peux même aller vérifier dans mes catégories que mes catégories ici ont bien été créées. iPod, laptop, et puis accessoires, et dans accessoires, audio et folio. Et dans chacune de ces catégories, j'ai bien les produits que j'avais demandé. On va toutes les sélectionner. Voilà, donc j'ai tous mes produits ici. A priori, tout est bon, ils ont été activés, j'ai leurs références, leurs différentes valeurs, leurs fournisseurs, leurs fabricants, leurs catégories, l'arborescence qui est correcte, les quantités également, quantité minimale, etc., les rubriques, les différents prix, l'URL simplifié, les descriptions, enfin voilà. Tout a bien été importé, de même que les caractéristiques ici tout à droite. On peut vérifier les photos également. Alors on voit ici que dans la table de téléchargement des photos, 3 lignes ont été traitées, elles sont en vert, donc a priori ça s'est bien passé. Si je sélectionne un de ces produits et que je regarde les photos existantes, effectivement j'ai bien ma photo qui était téléchargée et ajoutée. Voilà, donc on peut considérer que l'import a été réussi. Et pour conclure ce tutoriel, je reviens sur la fenêtre d'import ici pour vous montrer qu'également dans l'étape 5,
Donc j'ai utilisé la fonction d'import, mais vous avez aussi la possibilité donc, de ne pas exécuter votre import tout de suite, mais de le planifier. Alors, vous pouvez aussi l'importer et puis également le planifier pour exécuter l'import suivant. Donc l'action de planifier permet d'ouvrir automatiquement le deuxième onglet ici et surtout de rajouter donc dans ce deuxième onglet une étape supplémentaire, ce qu'on appelle un événement, qui va importer votre source à une date donnée. Hein, par exemple, vous pouvez aussi choisir ici bien mon exercice que j'étais en train de faire, cliquer sur ce bouton pour le rajouter plus bas. Donc toute cette partie-ci est expliquée dans un tutoriel dédié, donc je vous invite à le parcourir pour comprendre l'utilisation du planificateur, hein, donc, je le répète, qui permet d'exécuter de manière récurrente, toutes les heures, tous les mois, etc., vos fichiers pour mettre à jour vos produits de manière régulière, tout en étant capable d'aller automatiquement chercher votre produit sur un serveur FTP, qu'il soit ou non autodaté. Il reste à présent malgré tout à traiter donc la deuxième partie de notre fichier, à savoir les déclinaisons. Donc on va couvrir ça dans un tutoriel indépendant. Je vous souhaite en attendant une excellente fin de journée et à bientôt donc pour cette deuxième partie de l'import.